Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique, votre magazine de débat régional. Et cette semaine, un sujet qui nous concerne tous et que nous croisons dès notre naissance, le vieillissement. Et ça ne s'arrange pas. Les plus de 65 ans représentent 19,2% de la population, plus 4 points en 20 ans. En 2050, 5 millions de Français auront plus de 85 ans. Alors, quel avenir pour les personnes âgées? On en discute immédiatement avec Monique Iborra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée En Marche de la Haute-Garonne et auteur d'un rapport flash, pour reprendre le jargon parlementaire, un rapport flash et cash sur les EHPAD. Autre invité, cash lui aussi. Bonjour. Bonjour. Jean Vigne, vous êtes syndicaliste à Sud Santé. Autour de la table également un professeur de sociaux. On rajoute, on va être complet. Sud Santé Sociaux. Avec nous également un professeur de gériatrie. Bonjour. Bonjour. Yves Roland, vous exercez au Gérontopole de Toulouse. Et enfin, Didier Carle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ADEPA, l'association des directeurs d'établissements et de services pour personnes âgées d'Occitanie. Mais avant de lancer le débat, comme toutes les semaines, parole à nos concitoyens, un micro-sondage auprès des Toulousains, au micro de Christophe Nédart et sur des images de Nathalie Fournis. Ce sont des mouroirs pour moi. Je pense que d'abord on parque des personnes âgées dans des bâtiments où ils sont tous ensemble. Alors peut-être ceux qui sont en fin de vie, je peux le comprendre, mais il y en a, pour eux, moi je ne veux pas y aller. Je suis terrorisée à l'idée d'être là-dedans. D'être lavé un jour sur 2 ou un jour sur 3 même, de ne pas pouvoir manger, correctement, etc. Vous faites confiance aux EHPAD? Alors, confiance au personnel qui travaille, oui. Confiance aux EHPAD, moins. Pourquoi? Parce que c'est quand même un peu opaque et on a bien entendu ces derniers temps qu'il y a eu quelques affaires un peu compliquées, quelques décès suspects. Et puis, on ne s'occupe pas assez de nos anciens qui sont quand même importants. Oui. Est-ce que la question du financement vous inquiète aussi? Oui, il y a un problème réel de financement. C'est souvent les enfants qui vont payer pour les parents, ça c'est sûr. Tant qu'il n'y a rien d'autre, ça sera les enfants. Selon l'état financier de la personne qui est placée ou de même sa famille, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui peut être contraignant et qui peut jouer dans la qualité de l'EHPAD où la personne sera placée, oui, c'est sûr. Retour en plateau, mais on vient d'entendre dans le micro-trottoir une personne qui évoque le drame de l'Erme. 5 morts. Monique Iborra, vous suivez ce dossier en tant que députée. Où en sommes-nous de l'enquête? Mais écoutez, on en est là où les médias nous ont informés, à savoir qu'une enquête est ouverte et que ce drame est entre les mains de la justice. On n'en sait pas plus aujourd'hui. Je me suis rendue en effet à l'EHPAD. J'ai vu les personnels, évidemment, qui sont particulièrement secoués. J'ai vu aussi les résidents qui sont là et qui ont repris la vie habituelle. Jean Vigne, vous êtes syndicaliste. Est-ce que vous avez eu des mauvais échos sur cet établissement? Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes à votre connaissance? Non, on n'avait pas eu d'alerte préalable. C'était plutôt un établissement qui avait ni mauvaise ni bonne presse. Le seul fait, c'est qu'il a été revendu très récemment au groupe Corian. C'est le seul élément qu'on puisse noter dans l'ensemble. Après, on a beaucoup de problèmes avec le groupe Corian, pour d'autres raisons, au niveau syndical, notamment au niveau du coût quotidien, des repas pour les personnes âgées, etc. La question de l'équation financière du modèle économique directement. Par rapport à la piste de la justice, c'est une intoxication alimentaire. Ça arrive souvent, des intoxications alimentaires dans nos EHPAD? Il y a lieu de souligner que c'est rarissime. Il y a des normes européennes et françaises qui véritablement sont drastiques. Et nul n'est à l'abri, malgré ces normes et toutes les précautions que nous pouvons prendre, nul n'est à l'abri de ce type de drame. Mais je tiens à insister, c'est rarissime. D'accord. Donc le drame de l'Erme, évidemment, c'est une énorme contre-publicité pour les EHPAD. Mais on voit qu'il y a des établissements qui fonctionnent, heureusement. Un exemple à l'Aiguevin, un reportage signé Cécile Fréchineuse et Éric Foissac. Quand on partait sur les chemins. De la musique pour adoucir le quotidien. Dans cette petite maison de retraite, il y a ainsi des animations 5 jours sur 7, matin et après-midi. Un vrai luxe comparé à certains établissements.
À la manœuvre de ce vaste programme, 2 animateurs pour 64 résidents, mais pas seulement. On a des bénévoles à Léguevin qui participent énormément aux animations. On a aussi du personnel sur leur temps libre qui participe aux animations. C'est un pôle très important en maison de retraite qui permet déjà de rompre l'isolement des résidents, d'apporter, on va dire, un épanouissement dans différentes animations. Et on a l'avantage ici, particulièrement, de faire 2 à 3 sorties par semaine, ce qui n'est pas donné à toutes les maisons de retraite. Des animateurs et une psychologue qui vient aussi souvent que nécessaire. Clotilde Garot soulage les maux de tous les jours. Et je connais votre fille aussi. Accepter de quitter son domicile pour résider en EHPAD, faire face à une pathologie ou affronter le décès d'un résident. Ici, les épreuves sont nombreuses, mais elles ne doivent pas empêcher de vivre. On a tous cette mission-là qui nous est commune, apporter la vie dans ce lieu de vie, justement, lui donner une impulsion, lui donner un souffle pour qu'ils aient un vrai quotidien ici, qu'ils aient des vrais moments de plaisir, qu'ils puissent investir ce lieu comme chez eux, quelque part. L'EHPAD Curtis est un des rares établissements privés indépendants en Haute-Garonne. Il n'appartient à aucun grand groupe. La directrice donne donc les orientations qu'elle juge primordiales. Donc là, je vais vous montrer les chambres équipées de rails avec les moteurs, donc de lève-personne. Ce sont les dernières technologies qui nous permettent de préserver le confort du résident et de surtout soulager les soignants. Montant de cette innovation, 50 000 €. Un investissement de taille, mais qui permet de libérer le personnel sur d'autres tâches. C'est à nous, après, de savoir investir dans les bonnes technologies qui nous permettront d'améliorer la prise en charge des résidents et surtout de faire face à cette plus grande dépendance, parce qu'on sait que les gens rentrent de plus en plus tard en maison de retraite. Investir sans trop alourdir la facture pour les résidents, l'équation n'est pas toujours facile à résoudre. Ici, le loyer mensuel est de 2 200 €, un prix attractif obtenu grâce à un foncier bon marché. Et à ce tarif, la prise en charge est saluée par la majorité des résidents. C'est pas les murs qui font Curtis, c'est ceux qui travaillent. C'est le personnel. On doit avoir un personnel extraordinaire. Manque de moyens, personnel surmené, tarifs exorbitants. Les EHPAD sont dans la tourmente. Mais ici, la dimension humaine semble résoudre beaucoup de problèmes. « 6 900 EHPAD en France, il y en a beaucoup d'établissements comme à Léguevin. Ouais, merci pour ce reportage, parce que ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a des belles histoires dans les EHPAD. Et très souvent, les équipes dans les EHPAD sont des personnes avec un gros cœur, qui sont très innovantes, avec beaucoup d'initiatives, qui essaient d'apporter du réconfort, de la sérénité pour les résidents et qui ne se reconnaissent souvent pas à travers les reportages qui donnent une image très péjorative des institutions. Donc merci de montrer ce reportage qui, je pense, apporte une vision aussi beaucoup plus positive et qui est indispensable pour les structures. Donc c'est possible d'allier qualité de service, écoute à la personne et des tarifs entre guillemets abordables. C'est possible d'y arriver. Je partage l'avis qui vient d'être donné. Merci effectivement pour la diffusion de ce reportage. J'ai fait partie de ceux au moment des mouvements sociaux, il y a un peu plus d'1 an, qui étaient avec une intersyndicale, l'ensemble des syndicats et l'ADEPA, sur la question de la médiatisation. La médiatisation a été difficile pour les équipes, difficile pour les établissements, parce qu'elle a donné une image catastrophique de nos structures. Et pour autant, elle a permis la mission Flash, elle a permis le rapport, elle a permis une prise de conscience, effectivement, je dirais, de la société sur le manque de moyens dans nos établissements. Mais comme disait M. Léger, effectivement, il y a des équipes qui ont des valeurs, il y a des équipes qui sont très engagées. Et je souligne ce qui a été dit, il y a même des salariés qui font du bénévolat, il ne faut pas l'oublier, qui donnent du temps libre au-delà du temps qu'ils consacrent professionnellement et qui est déjà très lourd. Il y a malgré tout des points noirs. Vous en soulevez dans votre rapport de 2017, Monique Iborra, notamment sur les médecins coordinateurs. Ils sont obligatoires, mais en 2017, un tiers des établissements n'avaient pas de médecins coordinateurs. Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'on a progressé sur ce sujet? Non, ça ne va pas mieux. On a toujours un grand déficit de médecins coordonnateurs. On a voté récemment, d'ailleurs, droit de prescription qu'ils n'avaient pas ou qu'ils avaient simplement dans l'urgence, de manière à faire en sorte que ces médecins soient aussi des vrais médecins et pas seulement des médecins, disons, administrateurs. Et je crois que de ce point de vue-là, cette médicalisation des EHPAD, même si elle est
pas quelque chose qui doit être exclusif, parce qu'on a besoin de bien d'autres choses aussi que des médecins ou que des actes techniques. On a besoin d'accompagnement, et c'est là qu'on retrouve la nécessité d'avoir des personnels. Eh bien, ça, c'était quelque chose qui était interrogatif pour certaines personnes, y compris pour certains établissements. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, tout le monde... Il y a un progrès. Il y a un progrès dans la compréhension. Pas en termes de nombre de médecins, mais leur activité est facilitée, moins contraignante. Et moins contrainte. Déjà. Et puis il y a aussi ce qu'on a mis en place, qui est la télémédecine, qui est quand même quelque chose de très important. Vous partagez cet avis, Jean Vigne, on est bien soigné dans nos EHPAD? Dans le réseau, il y a plus généralement des EHPAD publics ou associatifs dans lesquels on est plutôt bien soigné. Souvent rural. La directrice... Vous mettez de côté les établissements privés, visiblement. Vous dites associatif. Le privé lucratif, c'est une autre histoire. C'est difficile de rémunérer des actionnaires avec à 1 ou 2 chiffres jusqu'à des 10-12%, comme c'est annoncé dans la presse, investissez dans, etc. Et réinvestir systématiquement pour la bonne marche des établissements. Alors vous parlez la directrice explique déjà qu'elle a une moindre pression foncière par rapport à l'endroit où elle est installée. Donc là, il y a eu une recherche, effectivement, de baisse de coûts par rapport à l'installation, mais ce n'est pas possible partout. Il n'y a pas d'équilibrage, je pense, entre les différents établissements. Pour une fois, je suis à côté d'un directeur qui l'a souligné tout à l'heure, où on a eu une intersyndicale depuis plus d'1 an, on se bagarre, pour alerter sur ce qui se passe, notamment au niveau du financement, mais au niveau de la pression des personnels. Justement, sur le financement, la pression des personnels, on va y revenir. La tarification, pourquoi c'est aussi cher un EHPAD? Pourquoi les tarifs sont aussi élevés? C'est pas forcément le coût des EHPAD, c'est ce qui reste à charge. Prenez le prix de journée à l'hôpital, par exemple. On est sur des sommes très importantes, si ce n'est que ce qui va rester à charge de la personne, c'est le forfait hospitalier qui tourne autour d'une vingtaine d'euros. En moyenne, 1 800 € de reste à charge dans les établissements Complètement. publics. Oui. Parce qu'il est prévu par la réglementation que l'hébergement, puisqu'il s'agit bien de l'hébergement que vont payer les résidents, eh bien cet hébergement est à la charge de la personne elle-même. Donc le coût des établissements lui-même, il n'est pas si élevé que cela. Encore une fois, il n'y a qu'à regarder sur l'ensemble des secteurs, sanitaires, handicap, ce que coûte une journée. Pour autant, ce qui reste à charge, et ce sera certainement tout l'objet de la future loi, c'est de savoir comment on aide, comment on solvabilise, et est-ce que les gens doivent payer pour leur dépendance, ou est-ce qu'effectivement il faut créer un 5e risque. Et Yves Roland, est-ce qu'effectivement, ces EHPAD qui ont un coût, est-ce que c'est vraiment un outil adapté pour nos grands aînés? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est conforme à ce qu'on peut attendre en termes de soins médicaux, d'accompagnement de la personne? Ce n'est pas juste de l'immobilier, de l'hébergement. La population qui est accueillie dans les EHPAD a beaucoup changé au cours des 20 dernières années. Ce sont des personnes qui sont maintenant très âgées, très dépendantes, polypathologiques, et de façon assez logique, l'organisation des soins s'est organisée également en regard de cette dépendance et de ces polypathologies. Donc on sent bien qu'il existe depuis ces dernières années une modification du statut des médecins coordonnateurs qui va dans le sens d'une plus grande intervention, donc la possibilité de prescrire maintenant, et ça semble tout à fait logique. Voilà, nos patients d'EHPAD sont des patients qui rentrent beaucoup plus tardivement dans les institutions, ceci grâce au maintien à domicile qui a beaucoup progressé, mais de fait, les patients rentrent plus tardivement, avec des fins de vie qui sont très fréquentes aussi, qui nécessitent un accompagnement. Je crois que c'est 2 ans la durée de séjour dans un EHPAD, c'est à peu près 2 ans et demi. Oui, 2 ans et demi, ce sont des moyennes, c'est vrai, mais les taux de décès sont de l'ordre de 30% actuellement dans nos EHPAD en région Midi-Pyrénées, ce qui fait que les équipes sont confrontées à la fin de vie très fréquemment, avec une attente qui est tout à fait légitime, qui est celle d'une fin de vie qui est digne, sans douleur, sereine. Et bien sûr, tout ceci suppose un certain degré de médicalisation. Alors, Yves Roland, vous parlez des aides à domicile. Je vous propose, avant d'en débattre, de la question donc, du maintien à domicile, d'écouter un extrait de reportage qui a été tourné à Albi par Corinne Carrière. C'est très court et on revient. C'est un super métier qui, malheureusement, n'est pas du tout reconnu et très mal payé. Un salaire brut moyen qui, après 15 ans d'ancienneté, ne dépasse pas les 972 € bruts par mois. Alors, comme dans les EHPAD, souvent, ce qui est mis en avant, c'est le problème du personnel. Alors, Monique Ibra, toujours pas de progrès là-dessus? Alors, il y a un problème de personnel, mais je vais revenir juste une minute par rapport à ce que vous disiez. La méthode qui a prévalu, honnêtement, jusqu'à présent, pour le financement des EHPAD et pour le financement à domicile, parce que finalement, c'est ensemble qu'il faut voir le problème. On a mis en place, on a évalué d'abord l'enveloppe
avant d'évaluer les besoins. Et on a fait rentrer les besoins dans l'enveloppe. Donc c'est technocratique, c'est pas... Aujourd'hui, on fait quelque chose de tout à fait nouveau. On évalue les besoins, et c'est fait par le dernier rapport Libault. On évalue les besoins... Ça reste un rapport. Oui, ça reste un rapport, c'est pas la loi. Au jour le jour par les ARS ou autre. C'est pas la loi, c'est un rapport, mais c'est un rapport argumenté. Et donc aujourd'hui, on fait l'inverse, et donc on recherche des financements pour faire en sorte que les besoins soient satisfaits. Donc, dans la méthode, déjà, on est sur quelque chose de tout à fait différent. On va revenir sur le personnel. Justement, Jean-Vine, le personnel, cette souffrance du personnel qui est mal payé, mal considéré, qui souvent est obligé de jongler. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas quand même à créer un vrai statut des aidants à domicile ? Il y a trois éléments qui jouent, personnel EHPAD ou à domicile. Il y a l'attractivité, la rémunération, il y a la formation aussi, et il y a les conditions de travail. Par exemple, une aide à domicile va se retrouver des fois avec des frais de déplacement qui vont pas être comptabilisés dans le temps de travail, mais qu'elle va avoir à sa charge, qu'elle sera moins bien défrayée qu'un autre personnel parce qu'il est mieux qualifié, etc., qui va avoir des frais... Ainsi de suite, c'est presque un sacerdoce de travailler. Mais par contre, j'ai presque envie de dire, on trouve des salariés très dévoués. Alors, j'ai presque envie de dire au pouvoir public, donc c'est vous qui les représentez, pas de chance, Maliki Bora, au moins ce matin. Mais qu'est-ce que fout l'État, quoi ? Puisqu'apparemment le constat est clair, le diagnostic est fait, qu'est-ce qu'on attend pour que ça change ? On attend quoi ? On attend de recruter. Aujourd'hui... Non, mais déjà sur les rémunérations. Non, mais aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que la perte d'autonomie d'une manière générale, le vieillissement d'une manière générale en France est sous-traité, y compris financièrement. Il est sous-traité socialement, il est sous-traité du point de vue de la société, il est sous-traité par rapport au financement. Alors oui, les services, que ce soit les services à domicile, où vraiment, de ce point de vue-là, il nous faut revenir complètement sur l'organisation même du financement. Le financement des EHPAD est un sous-investissement, contrairement d'ailleurs à d'autres pays européens. En France, nous dépensons beaucoup pour la santé, nous dépensons beaucoup pour les retraites. Nous dépensons très peu pour la perte d'autonomie. Alors justement, dites-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution ? C'est pour pallier à ça, est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité d'adosser les EHPAD à l'aide à domicile, des sortes d'EHPAD à domicile, de services ouverts ? Est-ce que c'est pas possible, ça ? Je vais parler d'un lieu commun dont on parle depuis plus de 20 ans. Il faut un parcours de vie, un parcours de soins. Il faut arrêter d'opposer les différents secteurs, il faut arrêter d'opposer les EHPAD et le domicile. Vous parliez, madame, de la télémédecine. Nous avons eu la chance en peu de temps d'avoir 4 téléconsultations justement avec l'hôpital Garonne et le Gérontopole. C'est une chance que d'avoir effectivement des structures sanitaires compétentes à nos côtés. Il faut vraiment décloisonner, simplifier et encourager les collaborations. Mais arrêtons d'opposer les uns aux autres et faisons en sorte finalement d'aller prendre chez chacun effectivement des bouts de culture, des bouts de compétences dont chacun a besoin. Vous parlez justement de la médecine, de la télémédecine. Yves Roland, est-ce qu'on arrive mieux à prendre en charge la dépendance en domicile que c'était le cas il y a 6 mois, 1 an, 2 ans en arrière ? Est-ce qu'on est plus facilement soigné quand on est dépendant? Il y a une graduation, une évaluation GR 4, 5, 6. Est-ce qu'on a avancé sur ce point-là? Est-ce qu'on peut être mieux médicalisé, mieux suivi à domicile qu'on ne l'était auparavant? Alors oui, bien sûr, il y a eu d'énormes progrès dans le maintien à domicile. Ça, je crois que c'est un constat qui a été réalisé partout. Mais les progrès viendront sans doute de la prévention de la dépendance lourde. Ça, c'est quelque chose qui est sans doute aussi à développer, sur lequel nous ne sommes actuellement pas assez investis. C'est-à-dire la prévention ? Alors, prévenir la dépendance, c'est tout simplement essayer de mettre en place des stratégies de dépistage, d'indicateurs qui laissent penser qu'une personne va devenir dépendante dans les années à venir. C'est les médecins généralistes qui seraient les un acteur de soins, un acteur de soins. Il y a des recommandations qui ont été proposées récemment par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui pousse pour qu'il y ait un repérage précoce d'un certain nombre de déterminants de la fragilité d'une personne âgée. Et ça, je pense que c'est dans l'évolution des métiers à domicile que l'on pourra mettre en place ces stratégies de prévention. Il y a une constante aussi. Il y a une constante en France. C'est le pays européen où on vit le plus longtemps, les femmes surtout, où on vit le plus longtemps, mais où on vit le moins longtemps sans perte d'autonomie. Alors c'est ça, et ça prouve bien que de ce côté-là, la prévention
pour garder l'autonomie. En France, on a beaucoup à faire et là, on compte beaucoup aussi sur les gérontopoles pour nous aider à mettre en place ces dispositifs qui sont bien plus performants pour le moment dans d'autres pays européens que chez nous. Pourquoi ce retard? C'est une question de revenir sur le décloisonnement. Oui, allez-y. On a des politiques depuis des années qui mettent en concurrence, etc. Décloisonner, mais au-delà, les collectivités territoriales avec la fonction publique hospitalière, avec le médico-social, intégrer effectivement des équipes d'hospitalisation à domicile ou de suivi de soins, adapter les maisons, les établissements, adapter les lieux de vie à un moment donné à une perte de mobilité, et qu'est-ce qui explique cette rigidité? C'est culturel, c'est une méconnaissance des dossiers par les gens qui nous gouvernent. C'est quoi? C'est de l'incompétence? C'est l'approche purement financière qui est au départ, parce que chaque pôle va défendre son budget, chaque collectivité. Il y a l'approche financière et l'organisation de la gouvernance. Ça compte. Vous savez qu'il y a 3 financeurs. Il y a la sécurité sociale, il y a les conseils départementaux, même si on n'en parle pas beaucoup. Et puis, il y a la personne qui paye l'hébergement. Et parfois, les petits-enfants, les ayants droit alimentaire. Et d'autre part, jusqu'à ce jour, on a traité les choses. On a traité les EHPAD d'un côté, le domicile d'un autre, et on n'a jamais fait converger un nouveau modèle. Écoutez, vous nous lancez la balle, et je vais la reprendre au banc sur ce qu'il faut faire, la réforme. Et pour aborder cette réforme de la dépendance qu'on nous promet, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, son discours à la mutualité. Là aussi, c'est très court. Ce qu'il nous faut faire, c'est réinvestir dans la personne, c'est accompagner davantage, c'est responsabiliser plus et non pas considérer que la seule réponse, c'est l'argent de la collectivité pour des situations personnelles devenues impersonnelles. C'est ça la feuille de route, Monique Iborra, pour la majorité. Responsabiliser, et moins d'argent public ou mieux d'argent public, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous attend là? En tout cas, j'espère que la loi ne nous décevra pas de ce point de vue-là. C'est mettre au centre des préoccupations la personne et le choix, la personne âgée et le choix. Si c'est pas le cas, c'est un peu inquiétant parce que c'est quand même la palissade que la personne âgée soit au centre du dispositif. Eh bien non, c'est pas aussi évident que vous le dites. Ce qui est au centre du dispositif jusqu'à présent, c'est tout ce qui est institution et pas forcément la personne. Et c'est ça qu'on veut inverser, et c'est ça que j'espère que la loi, avec l'aide d'ailleurs de l'ensemble des acteurs, on pourra mettre en place. Yves Roland, qu'est-ce que vous attendez de cette loi, puisque visiblement vous opinez de la tête? Mais oui, parce que c'est vrai que la prise en charge des personnes âgées actuellement elle est très fractionnée. Il y a des différents acteurs qui ne communiquent relativement peu et qui ne sont pas toujours tournés vers ce qui est important pour ces personnes âgées, c'est-à-dire le maintien de l'autonomie. Par rapport à vous, dans le milieu médical, c'est très tardif la gériatrie. Est-ce que vous attendez un nouveau coup de pouce des pouvoirs publics? Puisque là, depuis 2017, à l'internat, la première année d'internat, on peut enfin se spécialiser. Est-ce que vous attendez que la loi sur la dépendance, qu'on nous promet fin 2019, aille encore plus loin? Il est important que l'on se tourne vers la prévention. Oui, alors sur l'hôpital comme à domicile, parce qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Les capitales, nous semble-t-il, de se tourner vers la prévention. Il nous semble qu'il y a énormément d'actions à mener et que l'on est en retard dans le domaine. Comme le disait Mme Iborra il y a un instant, nous sommes en France un peu en queue de peloton dans le domaine de la prévention de la dépendance et il y a beaucoup d'actions que l'on peut envisager. Didier Kerr, vous êtes d'accord sur cet axe, la prévention? Complètement. Vous posiez la question du pourquoi. Il y a vraiment quelque chose d'ordre culturel. Pascal Chambert donc, a l'habitude de dire que la société française est agiste, c'est-à-dire qu'elle discrimine finalement en fonction de l'âge. Je crois que c'est assez vrai. Et ce sera important, puisque Mme la députée est là, que les pouvoirs publics appellent la future loi, non pas une loi de programmation sur la dépendance, mais de l'aide à l'autonomie. D'abord, ce sera moins discriminant. Ensuite, ça concernera beaucoup plus de personnes. La question de la prévention est fondamentale. Elle peut être assez simple, sur de l'ordre de la prévention de la dénutrition, tout simplement, qui peut être l'affaire d'aide à domicile et autres. Il y a des expériences qui montrent, par exemple, aux urgences, notamment lors des fractures, que la venue d'un gériatre, d'un kiné, d'un ergothérapeute très rapidement permet de prévenir effectivement l'aggravation et tout simplement que les gens tombent cette fois-là dans la dépendance. Donc la prévention, je crois, est le maître mot et remettre en effet la personne âgée au centre. Jean Vigne, vous, cette loi, qu'est-ce qu'elle devrait impulser comme mouvement? Déjà, quand j'entends M. Macron parler de responsabilisation, j'entends derrière la culpabilisation.
D'un côté, on va demander aux gens d'aller suivre les lieux où ils vont trouver du travail, même si c'est à 500 ou 600 km. De l'autre côté, on va leur dire, mais il faudrait vous occuper de vos aînés. Donc, on prend des gens dans des systèmes un peu sans solution comme ça, mais il faut qu'ils soient toujours responsables de tout, alors que derrière, ça ne suit pas forcément au niveau de la loi et au niveau des moyens qui sont mis en place. Donc, c'est aussi une question de moyens. Ce que j'attends de la loi, mais c'était compris dans le rapport de Mme Iboura, c'est qu'on n'attende pas 2024 pour augmenter les effectifs dans les établissements. Pour être au niveau moyen de l'Europe du Nord, il faudrait qu'on double les effectifs aujourd'hui dans l'aide à domicile et dans les établissements d'accueil. Et là, on prévoit une augmentation de 15-20% en gros. C'est le rapport en plus qui le préconise. Mais on fait à peine une marche sur un escalier qui en comporte beaucoup. Et quand je parle de personnel, c'est personnel formé aussi. Parce qu'on ne balance pas impunément. Il y aura vous la formation sur la loi. Vous avez déjà des pistes sur ce qui va être gravé dans le marbre législatif. Ce qui est gravé dans le marbre, qui est reconnu par tout le monde, c'est les efforts, parce que sinon il n'y aura plus personne qui viendront travailler dans les EHPAD d'une manière claire, ni à domicile. Donc un vrai souci. Donc la première affirmation qui est entendue par tout le monde, c'est de mettre en place, en effet, une modification du statut de ces personnes, de la formation professionnelle, de la formation même initiale, et ça reste une priorité et une augmentation des effectifs. C'est en numéro 1, c'était en numéro 1 de mon rapport, c'est en numéro 1 du rapport qui vient d'être rendu à la ministre. On a une idée du calendrier, on arrive à la fin de la mission pour avoir une échéance, une clause de revoyure. Le calendrier par rapport à ce projet de loi qui doit arriver en discussion à l'Assemblée nationale. À partir de la semaine prochaine, on est réunis un certain nombre au ministère de la Santé pour préparer le contenu de la loi. D'accord. Écoutez, on va prendre rendez-vous. On va suivre ce dossier. Évidemment, merci beaucoup d'être venu en plus un week-end de 1er mai, enfin un week-end, un jour férié de 1er mai. C'est jamais très simple. Merci énormément. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même plateau, mais avec le retour de Patrick Noviello. Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis évidemment, on se retrouve 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur notre bloc politique à consommer sans strictement aucune modération et sans aucune contre-indication médicale. Merci beaucoup, au revoir et à la semaine prochaine. Merci à vous.